Tout commença le 28 novembre 1954, lorsque, dans le cadre du programme Mariner, la sonde Mariner 4 décolla. L'objectif principal de Mariner 4, baptisé Mariner D, est de photographier la surface martienne, à l'aide d'une caméra de télévision fixée sur une plateforme, pouvant retourner jusqu'à 22 images. Après 8 mois de voyage, les premières images vinrent enfin au centre de contrôle de la NASA. Ils venaient de prendre les premières photos de la surface martienne. Sur ces clichés, les cratères et l'atmosphère ténue, révélant une planète plutôt inactive, dissipent les espoirs de découverte de vie intelligente sur Mars. Espoirs qui ont été entretenus par des siècles de spéculations scientifiques ou littéraires. Après Mariner 4, l'hypothèse de la vie martienne se restreint à des formes plus petites et plus simples, et la science-fiction repousse l'habitat des extraterrestres hors du système solaire. Une victoire, oui, mais bon, la sonde Mariner 4 et toutes les autres sondes Mariner destinées à photographier Mars n'ont fait que survoler la planète, et durant un court instant, leur laissant donc trop peu de temps pour l'étudier comme la NASA l'aurait voulu. Et parallèlement au programme plutôt ambitieux des Américains, et dans un contexte de guerre froide, l'Union soviétique lança évidemment elle aussi son propre programme de l'exploration martienne. Le programme baptisé Mars. Mars 1 décolla en 1962, mais ce fut un échec, le centre de contrôle soviétique ayant perdu le contact avec la sonde en plein milieu de son voyage vers Mars. Les deux agences ne comptaient sûrement pas en rester là, il fallait innover et recommencer. Ce qui a été fait, et c'est ainsi que commença l'incroyable odyssée de l'exploration martienne. Près de 20 ans après le lancement de Mariner 4, décolla Mariner 9, un orbiteur qui deviendra, au bout de 7 mois de voyage, le premier véhicule spatial à orbiter autour de Mars, battant de peu les sondes soviétiques Mars 2 et Mars 3 qui arriveront moins d'un mois plus tard. Grâce à ces instruments, l'orbiteur découvrit des éléments marquants de la géographie de Mars, tels que le volcan Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, et l'énorme canyon qui est ensuite nommé Valles Marineris en l'honneur de la réussite de la mission. Les soviétiques, comme je l'ai précisé avant, suivaient de très près les Américains, avec notamment leur sonde Mars 2, lancée en 1971. Celle-ci renvoya un énorme volume de données à la Terre, après 362 orbites autour de Mars. Elle possédait 2 caméras, un radiomètre, un photomètre en infrarouge, un second en ultraviolet et un détecteur de vapeur d'eau. Bref, pour l'époque, c'était une pépite de technologie. Elle permit de découvrir des montagnes de 22 km de haut, de l'hydrogène et de l'oxygène dans la haute atmosphère, des températures de surface allant de moins 110 degrés à plus 13 degrés Celsius, une pression de surface allant de 5,5 à 6 millibars, des concentrations de vapeur d'eau 5000 fois inférieures à celles de la Terre, des tempêtes de poussière s'élevant jusqu'à 7 km et une ionosphère de 80 à 110 km d'altitude. Et je le rappelle, nous ne sommes qu'en 1971. C'est super impressionnant. Mais ce n'est pas tout. L'orbiteur Mars 2 était aussi équipé d'un atterrisseur qui, comme son nom l'indique, devait atterrir sur la surface martienne. Le module se sépara de l'orbiteur le 27 novembre 1971, environ 4,5 heures avant d'atteindre Mars. Après être entré dans l'atmosphère à 6 km/s, le système de descente ne fonctionna pas, et malheureusement, l'atterrisseur s'écrasa. Malgré tout, en heurtant le sol de Mars, Mars 2 devint le premier objet construit par l'homme à atteindre la surface martienne. Le nouvel objectif des agences spatiales était alors clair, atteindre le sol de la planète rouge. Ainsi, dans la continuité du programme Mariner, se lança le programme Viking. Malgré de gros problèmes budgétaires, les sondes Viking 1 et Viking 2 se lancèrent en 1975 en direction de Mars. Les deux sondes étaient alors équipées d'un orbiteur et d'un atterrisseur. Chaque atterrisseur était recouvert par un bouclier de protection thermique, utilisé pour freiner le vaisseau pendant la rentrée atmosphérique, mais aussi pour prévenir la contamination de la surface martienne par une vie microbienne d'origine terrestre qui aurait pu survivre au voyage dans le vide.
Les deux atterrisseurs se posent sur le sol martien le 20 juillet pour Viking 1 et le 3 septembre pour Viking 2. Viking 1 fonctionna pendant plus de 6 ans, jusqu'au 13 novembre 1982. Viking 2 durera un peu moins longtemps, mais continuera tout de même de fonctionner pendant un peu plus de 4 ans. Au final, outre l'objectif principal, à savoir la détection de la présence ou non de vie sur la planète, les missions Viking ont permis de fournir une couverture photographique complète de la surface de Mars, avec une résolution variant de 150 à 300 mètres. Certaines des zones ont même été photographiées avec une résolution de 8 mètres. Les missions Viking nous ont fourni la vision la plus complète de la planète Mars. Les atterrisseurs ont fourni pour leur part des images de la surface. Ils y ont prélevé pour la première fois des échantillons, étudié le climat, analysé la composition de l'atmosphère ainsi que la sismicité de la planète. Du côté des soviétiques, ce n'est que 10 ans plus tard, en 1988, qu'ils lancèrent leurs deux toutes nouvelles sondes, Phobos 1 et 2, qui, comme leur nom l'indique, sont destinées à étudier les satellites naturels de Mars. Souffrant d'anomalies critiques, les deux sondes finissent par perdre le contact avec la Terre. Seul Phobos 2 réussit à se mettre en orbite autour de Mars et à collecter des données, dont 38 photographies d'une résolution supérieure à 40 mètres. Et ce n'est que 8 ans plus tard que commença l'ère des rovers martiens. Et c'est le très célèbre rover Pathfinder qui ouvrit la marche en atterrissant sur Mars le 4 juillet 1997. La mission Mars Pathfinder, qui avait une durée prévue de 7 jours, a duré 12 fois plus longtemps. Durant son séjour à la surface de Mars, 17 050 images ont été réalisées et transmises et 8,5 millions de mesures de la pression atmosphérique, de la température et de la vitesse des vents martiens ont été effectuées. Le rover a parcouru une centaine de mètres et a effectué 230 manœuvres. Il fut suivi par les rovers Spirit et Opportunity qui décollèrent en 2003 et qui tous deux furent des recherches géologiques et météorologiques. Entre tous les rovers que nous voulons voir, il y eut évidemment plein d'autres sondes qui furent lancées, et ce fut pour la grande majorité des orbiteurs chargés de cartographier Mars. Rien d'exceptionnel en 2003. La plupart sont d'ailleurs encore en orbite autour de Mars, comme 2001 Mars Odyssey ou encore Mars Express, qui ont tous deux été lancés il y a plus de 20 ans. Et c'est surtout à partir de cette période que les missions commencèrent à s'enchaîner à un rythme effréné. Et c'est en 2011 que vut le jour une mission totalement nouvelle, baptisée Phobos Gunt, une mission russe qui devait ramener sur Terre un échantillon du système martien. C'était une première historique de vouloir retourner des échantillons à la Terre. Une première donc très risquée. Elle a été lancée sans encombre le 8 novembre 2011, mais n'a pas pu rejoindre son orbite de transit vers Mars. Après plusieurs semaines sans contrôle en orbite basse, elle est donc retombée sur la planète Terre le 15 janvier 2012, en plein océan Pacifique. Vous l'aurez compris, ce fut un total échec, ce qui les poussa à ne pas réitérer. Du moins, juste les Russes, car les Américains, eux aussi, avaient envie d'essayer cela. Mais ils se rendent vite compte qu'ils devront pas des moindres. Tout d'abord, le coût d'une telle mission s'élèverait à environ 10 milliards de dollars, ce qui représente la moitié du budget de la NASA. Impossible. De plus, cette mission est un véritable défi technique. Les ingénieurs de la NASA devraient construire une fusée martienne ou encore organiser un rendez-vous orbital sans intervention humaine. Un véritable défi technique et au vu du coût estimé de cette mission, la NASA ne peut pas prendre le risque d'essuyer un quelconque échec. C'est pour cela qu'elle préfère attendre et très bien se préparer. De nos jours, en 2023, nous savons énormément de choses sur la planète rouge, notamment grâce à la cinquantaine de missions que nous avons envoyées là-bas en plus de 60 ans. Nous connaissons à présent par cœur sa géographie, son atmosphère, son climat, sa géologie ainsi que son histoire géologique. Nous connaissons très bien ses deux satellites naturels Phobos et Deimos, et nous connaissons même ses astéroïdes troyens. Et surtout, nous avons des magnifiques photos de la planète rouge, comme ceci.
À présent, nous avons tout fait. Mais il reste encore une chose à faire. Et ce sera, je pense, le plus grand accomplissement de l'homme dans toute l'histoire de l'humanité. Envoyer des hommes sur Mars. Un voyage vers Mars est techniquement possible tous les 2 ans. Il faut en effet attendre que les 2 planètes se rapprochent l'une de l'autre et soient à une certaine distance. C'est ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Mais il y a des fenêtres de tir plus favorables tous les 15 ans, qui permettent d'économiser du carburant. La mission Mars Express, que j'ai évoquée avant, a d'ailleurs bénéficié de cette fenêtre de tir en 2003, ainsi que l'atterrisseur InSight en 2018. Donc si les calculs sont bons, la prochaine fenêtre de tir favorable s'ouvre en 2033. Sera-t-elle celle de l'homme sur Mars? Seul l'avenir nous le dira.